Archiver la recherche. Le cas de 63 ans de conférences philosophiques de 1933 à 1995 à l'ACFAS. Cette communication vise à présenter un projet multidisciplinaire de 3 étudiants pour valoriser les données de l'ACFAS. L'ACFAS va fêter son 100e anniversaire. Ces 100 ans de communication scientifique viennent chez nous, des sciences qui ont traversé les époques. À partir de 1933, l'ACFAS a conservé la mémoire de ses congrès en publiant à chaque année un volume réunissant les résumés des conférences données. Année après année, on peut constater l'évolution des sciences francophones au Canada avec le contenu des annales de l'ACFAS. La Bibliothèque des Archives nationales du Québec, la BANQ, a effectué le travail de numériser tous les documents, puis les a rendus disponibles en ligne pour la consultation. On peut dès aujourd'hui aller consulter les archives en ligne via la BANQ. On peut dire que les documents sont publiquement accessibles. Accessibles? Oui, mais il s'agit d'un mode d'accès similaire à ce qu'on a dans une bibliothèque. On peut choisir un livre, ouvrir le livre et bien sûr, lire une à une toutes ces pages, comme on le ferait lors d'une visite à la bibliothèque. Sauf qu'on peut le faire dans le confort de notre salon, sans besoin de se déplacer. Il s'agit d'un mode d'accès qu'on peut dire linéaire. Ce mode d'accès linéaire, est-ce qu'il pose problème? Il s'agit tout de même d'une quantité impressionnante d'informations. Beaucoup d'auteurs, des infrastructures universitaires, des domaines, des champs, des spécialités. Comment transformer ces images pour qu'on puisse les exploiter avec un outil numérique moderne de la recherche? La réponse, en structurant et en indexant le contenu. Notre objectif était donc de produire une preuve de concept, produire un corpus qui est computable, ce qui veut dire traitable par des méthodes automatiques, à partir de seulement la section philosophie, pour contribuer au sens historique, philosophique, puis informatique. Tout ça dans le but de présenter un nouveau paradigme de l'archivage compatible avec les outils développés pour le traitement automatique des langues ou encore pour le big data. Pour structurer la table, on doit passer par plusieurs étapes et plusieurs formats de contenu. Nos textes doivent être numérisés, ce qui a été fait par la BANQ. On doit ensuite passer d'un format image à un texte éditable par une reconnaissance de caractères, ce qu'on appelle une ossérisation. On doit ensuite corriger manuellement ce texte, puisque l'ossérisation peut parfois mener à beaucoup d'erreurs. On doit ensuite uniformiser la présentation de chaque communication pour enfin la transformer en un texte éditable dans une table où les variables et les valeurs sont toutes uniformes. Tout ça pour essayer d'arriver à un accès qui permet de cibler des champs spécifiques avec des recherches comme ceci. Comment transformer les contenus des images en un ensemble de données structurées? Nous avons donc dû modéliser une chaîne de traitement pour passer d'un format à un autre de l'image. Jusqu'au texte éditable, vous connaissez déjà l'avantage d'avoir sous la main un texte éditable plutôt qu'une image, ne serait-ce que pour utiliser une fonction de recherche avec CTRL et F et cibler des segments de texte précis, trouver des termes, trouver des références. L'accès est déjà beaucoup moins linéaire. Et enfin, nos textes sont structurés dans une table où des champs contiennent des valeurs dans des colonnes. Cette table peut être traitée par des algorithmes et du traitement automatique du texte. Autrement dit, on peut la traiter avec du code et des librairies en langage de programmation Python. Une chaîne de traitement a donc été créée pour arriver à structurer, puis ensuite enrichir l'ensemble de données par l'indexation avec une liste de mots-clés. Les mots-clés, si utiles et communs aujourd'hui comme méthode d'indexation et de recherche, n'existaient pas en 1933. Ça n'existait pas avant l'utilisation des outils numériques, en fait.
Il a fallu extraire, puis uniformiser le contenu pour arriver à une matrice en format CSV et passer par une étape d'ingénierie des caractéristiques et par l'exploration de librairies en Python. Pour entamer cette liste de mots-clés, nous avons exploré plusieurs stratégies, certaines très simples, comme la recherche d'informations, et d'autres beaucoup plus sophistiquées, comme la reconnaissance d'entités nommées qui utilisent BERT. Des étapes de validation et de retour au corpus nous ont permis d'évaluer les apports de chacune des stratégies testées pour la création de métadonnées. Les métadonnées, ce sont de nouvelles colonnes dans notre table. Il s'agit donc d'un processus incrémental autour de l'ingénierie des caractéristiques et de la mise à jour de la matrice, puisqu'il s'agissait d'explorer des possibilités. Où en est aujourd'hui la preuve de concept? Après plusieurs incrémentations et explorations, une poignée de stratégies ont été retenues, certaines venant du traitement automatique du texte et d'autres fortement appuyées sur la connaissance des experts ou sur les infrastructures de la recherche d'aujourd'hui. Il faut mentionner aussi que des chercheurs ont déjà mis beaucoup de temps et de travail à classifier les concepts et les auteurs pour le domaine de la philosophie. Tout ce travail ainsi que l'ouverture de ces chercheurs est à notre avantage. Grâce aux explorations et à la production du pilote pour la section philosophie, nous pouvons partager aujourd'hui un ensemble de constats. Premièrement, la qualité des documents diffusés du point de vue des fonctions d'ossérisation et de correction est vraiment très variable. Les programmes, les documents qui contiennent les horaires et les lieux offrent de bien meilleurs résultats. Les documents complémentaires au corpus du pilote ont été identifiés dans le catalogue numérique de la BANQ. Il faut donc sortir des annales pour compléter l'ensemble de données. Aussi, les dispositifs de référencement interne des documents témoignent de la structure des données conservées. Certains champs apparaissent ou disparaissent avec le temps, mais les conférences ont toujours eu des titres, ont toujours eu des auteurs, et ces auteurs ont toujours eu des affiliations institutionnelles. Des travaux d'envergure de classification manuelle peuvent être exploités pour enrichir les données extraites à partir de simples recherches d'informations. Les noms des domaines, des thèmes, des champs ou des spécialités sont vraiment très utiles. Aussi, les lieux du savoir, c'est-à-dire les universités et leurs sites Internet, fournissent des repères pour baliser les données extraites, comme les noms des départements, ceux des laboratoires, les spécialités qu'on affiche pour les chercheurs sur leur page institutionnelle. L'exploitation de suffixes signifiants et d'expressions figées, comme les mots qui se terminent en isme ou encore qui se terminent en ologie, réussissent à produire des résultats vraiment très intéressants. Ce qui nous indique qu'il vaut la peine d'exploiter l'expertise des personnes qui connaissent bien un domaine. Et enfin, les outils de reconnaissance d'entités nommées, ces applications qui permettent de repérer les noms des personnes ou des organismes, donnent des résultats qui sont très pertinents. Surtout qu'il est courant en philosophie de voir des auteurs travailler à propos de d'autres auteurs. Et surtout, bien, ça marche. Dès qu'on a pu avoir une table de données structurée, on a pu tester l'ensemble dans des logiciels d'analyse. Il est ainsi possible de parcourir les données à vol d'oiseau, de faire des visualisations, des segmentations, construire des nuages de mots, explorer les fréquences d'apparition des auteurs. On peut explorer le corpus selon les années, selon les champs, essayer d'y trouver des groupements. On peut aussi cibler une partie du contenu et ne se pencher que sur un auteur en particulier. Prenons un exemple. Il est généralement admis que la philosophie de la première moitié du 20e siècle était dominée par le discours religieux. Pourtant, si nous prenons l'exemple de Charles de Coninck, un philosophe qui était très actif au temps des débuts de l'ACFAS, ce n'est pas du tout ce qu'on voit. De la dialectique, de la logique, des réflexions sur la nature, sur la science et sur la science empirique en particulier. Avoir tous ces contenus réunis dans un ensemble structuré de données nous permet de rapidement accéder aux informations qui sont pertinentes à nos recherches. On peut dire que le projet pilote est un succès.
du moins pour ce qui est de la section philosophie. Quelle est la suite? Eh bien, l'ensemble des archives devra être traité. Un domaine à la fois. Pourquoi un domaine à la fois? Parce qu'une partie essentielle de notre chaîne de traitement repose sur les apports d'experts. Les stratégies qui fonctionnent pour la philosophie ne fonctionnent peut-être pas pour la biologie ou encore pour la physique. La philosophie est peut-être le seul domaine qui nomme aisément ses idées avec des mots en isme, ou peut-être pas. Qui sait? Bien, les experts de leur domaine le savent. C'est ce que nous croyons. Heureusement, l'ACFAS dispose déjà d'une infrastructure de l'expertise qui est distribuée selon les domaines de connaissances scientifiques grâce à son système d'évaluation des conférences, ce qui nous offre l'opportunité de contribuer à l'histoire de toutes les sciences et à l'ACFAS elle-même. Le projet va donc de l'avant avec le soutien de l'ACFAS afin de connecter les savoirs du passé avec les méthodes de recherche de l'avenir. Nous tenons à remercier l'Institut des sciences cognitives de l'UQAM, le Centre de recherche interdisciplinaire de Montréal et le Laboratoire d'analyse cognitive de l'information pour leur appui. Merci beaucoup de votre écoute et n'hésitez surtout pas à prendre contact avec nous si vous avez des questions ou si vous avez un intérêt pour le projet. Nous vous souhaitons à toutes et à tous un très bon congrès.